Merci de nous rejoindre pour suivre votre émission hebdomadaire Les Rendez-vous. Madame, Messieurs, bonsoir. Pour ces numéros, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Dieudonné Kandé, qui est secrétaire général du syndicat La Voix du Travailleur Congolais. Avec mon invité, nous allons parler de sujets brûlants d'actualité. M. Dieudonné, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. À nous à vous remercier. Très en forme. Invité. On est là. Et comment se porte de prime abord les syndicats VTC, La Voix du Travailleur Congolais? On se bat pour arracher tant soit peu des avantages en faveur de nos membres. Mais les résultats sont probants par rapport à ce que vous faites? Les temps sont durs et pour le pays et pour tout le monde, on se bat. On arrache ce qu'on peut arracher. Ce qui n'est pas arraché, la lutte syndicale, elle est permanente. On continue à se battre. La Voix du Travailleur Congolais. La Voix du Travailleur Congolais, VTC en sigle. Ça fait quand même longtemps que le travailleur congolais lance leur cri de détresse aux autorités compétentes ou acquis des droits, mais il n'y a pas de retour, il n'y a pas de résultat par rapport aux impayements, par rapport aux enveloppes salariales qui n'arrivent pas à convaincre ou à leur permettre de nouer les deux bouts du mois. Oui, puisque vous parlez de travailleurs, nous devons faire les distinguos entre les travailleurs, si vous voulez, les fonctionnaires qui relèvent du budget de l'État et les travailleurs dans les établissements de toute nature, dans lesquels on trouve des travailleurs dans des entreprises publiques. Les entreprises étatiques. C'est cela, transformés en entreprises commerciales, et les travailleurs du privé. Pour ce qui est des fonctionnaires de l'État, un travail est en train de se faire depuis plusieurs années et nous souhaitons qu'il soit accéléré. C'est mettre de l'ordre sur le fichier des effectifs de fonctionnaires de l'État. Le ministre actuel, le ministre Liaou et les syndicalistes représentant la fonction publique sont suffisamment avancés. La bancarisation, comment on va dire, était également amorcée pour cet objectif-là de faire de la transparence. Mais autant d'années après, on se rend compte que les choses n'ont pas suffisamment avancé. Et que faire? Il faudrait que les fonctionnaires eux-mêmes, les syndicalistes, ainsi que l'État, le gouvernement, les parties prenantes à ces dossiers, puissent s'impliquer et trouver une solution définitive. Parce que si on dégage le personnel fictif, il y a une quantité d'argent qui peut être mis de côté pour soit renforcer le système des pensions qu'on a créé à la fonction publique, soit améliorer les conditions salariales des fonctionnaires de l'État. Mais aujourd'hui, on ne sent pas vraiment l'impact, oui, je vous en prie, l'impact des syndicats dans les entreprises respectives. J'en arrivais. Catégorie de fonctionnaires, donc. Maintenant, on en vient aux entreprises du portefeuille de l'État. À un moment donné de l'histoire, ces entreprises ont été gérées par une loi qui faisait d'elles des entreprises étatiques et on a constaté qu'elles étaient faillitaires, des canards boiteux comme on aime appeler ou qualifier. Mais on se pose la question, comment le canard est devenu boiteux? Parce qu'avant, il ne boitait pas. Le Congolais n'approfondit pas cette question-là. On le transforme via un processus piloté par une structure, le copyright pour ne pas citer, et on n'analyse pas, on n'évalue pas cette réforme-là. A-t-elle abouti ou n'a-t-elle pas abouti? Tout ça n'est pas dit. Et au jour d'aujourd'hui sur ce plateau, le constat est que la situation actuelle des entreprises qu'on a voulu transformer en société commerciale est pire que celle dans la situation dans laquelle elles se retrouvaient, ces entreprises, avant la réforme. Plusieurs entreprises traînent avec elles autant de mois d'arriérés.
il n'y a pas eu d'investissement. Les réformes ne profitent pas aux travailleurs. Les réformes n'ont pas abouti. On doit les évaluer et on doit rectifier le tir. Comme si cela ne suffisait pas, dans ces mêmes entreprises qu'on n'a pas pu transformer en entreprises compétitives, commerciales, avec une gestion privée, etc. C'est dans cette situation de crise qu'on engage encore sauvagement. Que les gens, les dirigeants politiques, perdent de vue. Vous dénoncez, c'est bien, mais pourquoi ça n'arrive pas à atteindre acquis des droits? Je disais que les dirigeants politiques, que vous appelez qui de droit, perdent parfois de vue que la Constitution consacre le pluralisme syndical et la Constitution comporte une soixantaine d'articles orientés droits de l'homme. C'est-à-dire que le président Félix, le premier ministre Sama Lukonde et tous les membres du gouvernement sont les premiers à veiller au respect des droits de l'homme. C'est cela qu'a voulu le législateur dans notre Constitution. Et donc, je disais qu'on engage dans ces entreprises sous pression, parce que le politicien qui vient, il veut régler un problème avec le membre des partis politiques et des histoires, il y a des élections en vue et tout. On sort des considérations managériales pour poser des actes politiques qui enfoncent la situation dans les entreprises publiques. Et donc nous disons, on n'a pas deux pays, on n'en a qu'un seul. Et ces entreprises ne sont pas le bien privé des politiciens, ce sont des entreprises qui appartiennent à nous tous Congolais. Et donc, si elles sont bien gérées, c'est tout à l'honneur du gouvernement de la République, parce que ces entreprises vont participer au budget national. Posons-nous la question, depuis la réforme à ce jour, combien ces entreprises ont versé dans le trésor public au titre de participation au budget national? Voilà qui nous laisse entendre que la réforme en elle-même comme principe n'était pas une mauvaise chose, mais la mise en œuvre de la réforme, et nous disons ici haut et fort, ce n'est ni le copyright ni le gouvernement qui vont nous contredire. Mais qui sont responsables exactement? On peut parler, c'est la gestion opaque, la gestion calamiteuse qui pose problème, ou bien c'est le problème c'est au niveau de réforme ou du gouvernement? Le gouvernement constate, madame disais-je, que les entreprises sont des canards boiteux. Okay. Le gouvernement s'engage dans l'OADA, l'organisation pour le droit des affaires, l'harmonisation des droits des affaires. Bonne chose, afin que désormais les entreprises soient gérées comme des structures privées, si vous voulez. Et donc les rendre compétitives, rentables, et les amener à participer à l'effort national de la reconstruction. Mais ce n'est pas au profit des travailleurs. Non, ça vise le profit de tous, de toutes les parties prenantes, de l'État, des travailleurs qui œuvrent dans ces entreprises, etc. L'État lance les réformes. L'État n'évalue pas ces réformes-là à ce jour. Les comportements dans ces entreprises, c'est de loin différent de ce que c'était hier. L'État qui ne devait pas s'y mixer dans la gestion de ces entreprises, l'État s'y mixe. Les DG qui sont nommés n'ont pas de marge de manœuvre. Or, la loi, l'OADA et tout le reste, aujourd'hui avec l'IGF, et nous encourageons que le Conseil supérieur du portefeuille soit également dynamisé. Nous souhaitons que les amis du parquet soient déversés sur le terrain sans relâche. Nous souhaitons que les amis de la Cour de compte, que le chef de l'État puisse recevoir la prestation de serment des magistrats de la Cour de compte, autant de structures qui viendront appuyer la bonne gouvernance. Et ça va limiter la marge de manœuvre allez, j'allais dire, des gestionnaires dans le sens de la destruction. On laisse gérer, et si quelqu'un pose des actes irréguliers, eh bien, que ces structures viennent faire l'audit et responsabilisent la personne qui a posé des actes indélicats
et ben, que la loi soit appliquée à cette personne. Mais c'est comme si l'IGF, jusqu'à maintenant, là, tourne ses regards que vers les politiques et non... Non, il est passé également dans les entreprises. Il est également passé dans les entreprises publiques. Il a fait ce qu'on peut appeler un pré-rapport. Nous nous posons la question à ce jour, qu'est-ce qu'on a fait de ces pré-rapports Ça traîne les pieds. Il a fait son travail. C'est pas parce que le gouvernement est impliqué. C'est le gouvernement qui instruit l'IGF via la présidence. Mais lorsque l'IGF fait son travail, il appartient aux autres structures, notamment la justice. Que ça ne soit pas un coffre-fort là-bas où on prend ces dossiers, on le met au froid. Il faudrait que le parquet, le magistrat qui sont censés activer les dossiers, activent les dossiers, qu'il y ait de poursuites. Madame, je parle d'un bien commun. La République démocratique du Congo, ce n'est pas le ligablo de quelqu'un. C'est un bien à nous tous. Et nous devons y veiller, Misoga. Ça n'a rien à voir avec l'UDPS, le PPRD, le bloc patriotique, le bloc antipatriotique, société civile, ceci ou cela. Non. Et donc, on parle du bien commun que chaque citoyen congolais est appelé à protéger. Et ici, le lieu de lancer un appel patriotique à la communauté nationale. Monsieur Dieudonné, aujourd'hui, les préoccupations des travailleurs passent inaperçues. Ça n'arrive pas à atteindre ceux qui sont censés apporter des solutions, alors que le syndicat sont là. Donc, le travail que vous faites n'est pas salué du tout. Jusqu'à là, vous ne trouvez pas. Parce que si ce travail était salué, on devait quand même avoir les changements dans le sens que les travailleurs soient bien rémunérés, par exemple. Les réformes, c'est bien. Changer les entreprises pour les rendre compétitives, c'est bien. Commercial rentable, c'est bien. Mais ça ne profite pas aux travailleurs, malgré les efforts déployés au niveau de syndicats pour défendre le droit de ces travailleurs. Madame, lorsque on vise le bien-être des travailleurs dans le monde du travail, l'entreprise étant considérée comme une activité économique, il faudrait que cette entreprise, allez, on va dire, produise davantage. Et en contrepartie de cette production, il y a des recettes. Et lorsque nous avons les recettes, c'est alors que nous allons le redistribuer. Il y a la part des travailleurs, il y a la part due à l'investissement, il y a la part des impôts et autres. Et donc, on ne peut pas dissocier ces choses. Voilà pourquoi il faut une synergie qui engage les parties prenantes, les travailleurs, avec leurs syndicats, le syndicat des patronats et le gouvernement de la République. Les travailleurs, dans la plupart de nos entreprises, constituent de charges qui sont exorbitantes eu égard au niveau d'activité dans ces entreprises. Lorsque l'équation niveau d'activité, niveau du personnel n'est pas rencontrée, qu'on se retrouve avec un niveau d'activité plus bas, que nous avons plus d'effectifs, encore qu'on engage dans une situation de crise, les équilibres sont rompus. Et donc, les réformes viseraient justement le rétablissement de ces équilibres pour une meilleure gestion et une meilleure répartition du bénéfice. Vous voyez? Et donc, les travailleurs sont déjà mal payés. Aussi, le lieu d'interpeller la santé de notre monnaie, lorsque les salaires sont restés bloqués au taux de 92, quand Tchibala prenait le pouvoir en tant que gouvernement, il s'engage à ramener le taux de 16 quand il a pris le pouvoir à 92, ainsi préserver le pouvoir d'achat du travailleur. Il est parti sans atteindre cet objectif. Et quelques temps après lui, on est passé de 16 à aujourd'hui 20. Il y a une certaine stabilité par rapport à 20. Mais on est parti d'une situation où les salaires sont rendus au taux de 92. Et donc le travailleur a perdu le pouvoir d'achat du simple au double, si on peut parler comme ça. Hormis la préoccupation relative aux salaires, qui sont maigres, insignifiants jusqu'à maintenant, comment réagit votre syndicat, la Voix du travailleur congolais, par rapport à certaines réalités? Vous arrivez à vous approprier des réalités des différentes entreprises? Et si oui,
Quels sont les problèmes qui se posent avec Acuité? C'est le problème de pension aussi, ou bien il y a que les problèmes liés au salaire? Je dis ici que qui dit salaire dit production. Okay. Le salaire est alimenté par la production. Qui produit, c'est le travailleur. Pour qu'il produise, il faut quoi? Il faut qu'il soit alimenté. Il faut l'investissement dans l'entreprise. Pour les entreprises publiques, en situation difficile, l'État doit injecter de l'argent pour relancer ces entreprises avec un plan bien déterminé, des objectifs précis, mesurables, de sorte que dans la mise en œuvre de ce plan, les structures appelées à l'évaluer puissent l'évaluer et veiller à ce que quand les objectifs sont atteints, eh bien, les problèmes vont disparaître. Ces entreprises héritent également d'un contentieux social lié justement aux pensionnés, qu'il faut déverser à la CNSS, ex-INSS, pour permettre la réduction de charges sociales sur le dos des entreprises. Voilà pourquoi on voulait que les réformes apportent des solutions à toutes ces préoccupations. Malheureusement, les réformes n'ont pas apporté des solutions à toutes ces préoccupations. Comment voulez-vous une entreprise, le cas de l'ONATRA alias SCTP-SA, qui se voit depuis les réformes à aujourd'hui être dirigée par une succession comme ça de quelque chose comme 10 PDG. Mais cette instabilité au sommet de l'entreprise ne peut pas permettre d'apporter des solutions durables. Au-delà de ça, il y a la vétusté de l'outil du travail dans pratiquement toutes nos entreprises, enfin les entreprises de l'État. Il faudrait aussi qu'il y ait de l'argent, de capitaux frais, pour investir dans le nouveau... Vétusté de l'outil et des travailleurs aussi. Les travailleurs ont pris de l'âge. Okay. Il faut les accompagner à la sortie dans le respect de la loi. Ce qui ne se fait pas. Ce qui ne se fait pas. Par exemple, vous sortez quelqu'un en pension en lui payant au taux de 92. C'est de la tricherie. Il doit être payé au taux du jour. Vous comprenez? C'est autant de choses qui doivent se faire dans la sérénité, dans le calme. Dans ces entreprises, certains membres du gouvernement et certains dirigeants, notamment direction générale, conseil d'administration, ont des préférences de syndicalistes. Okay. Alors que le mandat, il est collectif, de ce point de vue-là, mais on préfère 2 ou 3, 4 syndicalistes et les autres sont mis de côté. Voilà. Ici, le lieu de saluer le travail qui s'est fait au niveau de l'enseignement, ça a commencé EPST là-bas, il y a eu un peu du grabuge vers le début, le travail qui s'est fait à la fonction publique, parce que ces autorités-là ont négocié avec l'ensemble des syndicats représentatifs. Nous donnons un conseil aux amis qui sont dans les entreprises publiques, les syndicalistes, etc. C'est à eux à éclairer également le partenaire que l'activité syndicale est collégiale, c'est un banc. Le banc syndical est un tout. Il ne faudrait pas faire tomber dans le piège les autorités politiques et les directions générales, les conseils d'administration, pour diviser le banc syndical. Voilà. Et donc, les travailleurs sont à applaudir parce qu'ils ont serré la ceinture et ils souffrent, mais le temps est venu que le président de la République qui a lancé des signaux pour que les choses reviennent quand même sur le rail, ainsi que le gouvernement Sama Lukonde. Je voulais parler de la santé de la monnaie. Il faut qu'il y ait un débat autour de la monnaie, sa santé, mais aussi et surtout les disparités au niveau de la politique salariale dans le pays. Voilà. Madame, s'il vous plaît. Je vous en prie. Il y a des citoyens dans ces pays, ils touchent par exemple 600 000 $. Un autre touche, le président il a dit, il ne connaît même pas ce qu'il touche. Tout ça, c'est à revoir. Et puis il y a 10 000 $, 20 000 $, les députés se réunissent. Nous ne sommes pas ici en train de vouloir niveler le pays vers le bas. Nous sommes en train d'asseoir un principe simple, la redistribution équitable du revenu national, la justice sociale distributive.
les efforts de production dans la nation doivent être répartis de manière équitable de haut en bas. Mais les rémunérations, ça dépend aussi des rangs sociaux. Lorsque vous allez en Chine, communiste et capitaliste, les rangs sociaux existent, mais le salaire minimum interprofessionnel garanti existe. Lorsque vous allez en Occident, l'Europe ici et son cousin les États-Unis d'Amérique, les classes sociales existent, mais la tension salariale est respectée, le paiement à la tâche ou à l'heure de la production, tout ça est organisé. Nous ne demandons pas le nivellement vers le bas. Nous ne demandons pas l'appauvrissement des uns et des autres. Nous disons, la production est nationale, il faudrait une juste redistribution de la production nationale. Et il faudrait une juste redistribution de la production nationale pour éviter les inégalités. Voilà. Le message est passé. Merci pour cet éclairage. Vous comprenez. En face de moi, c'est le secrétaire général du syndicat, la voix du travailleur congolais. Alors quand on parle de problèmes qui touchent les travailleurs, là en tout cas il les ventre et les bois, et puis il extériorise ses sentiments de voir tout changer dans le but de satisfaire plus d'un travailleur congolais. Nous allons évoluer avec l'actualité politique. Vous êtes sans ignorer qu'au début de la semaine, les FCC a procédé au mouvement de marche, mais ça n'a pas abouti. Ils se sont mobilisés pour réclamer la dépolitisation de la centrale électorale à côté de laïcs qu'ils ont, excusez-moi de le dire, maltraités autrefois. Votre commentaire? Madame, vous savez, un match de football ou même un championnat de football n'est championnat que quand il y a des équipes qui se, entre guillemets, qui se rentrent dedans conformément aux règles de FIFA. Nous en avons appelé dans ce pays à la démocratie, et il n'y a pas de démocratie sans parti politique, il n'y a pas de démocratie sans syndicat, corporation, sans société civile, ainsi de suite. Et dans la vie de la nation, certains peuvent avoir de visions, des lectures contraires, etc. Ça participe à la vie démocratique dans la nation, pourvu que manifestation, contre-manifestation, gestion et tout ce qu'on veut, que tout se fasse conformément à la loi. Et donc, les amis qui se sont réunis et que hier, ils ne parlaient pas le même langage, que pour les circonstances actuelles, ils se sont réunis, sur le plan de principe démocratique, c'est leur droit de se réunir et de manifester. Mais ceux qui dirigent le pays, c'est aussi leur droit de poser les actes qu'ils posent, parce qu'ils estiment que ces actes-là aident le pays à avancer. Ben, ainsi va la vie démocratique dans le pays. Oui, parce qu'on parle de la marche de cadres du FCC. Lors de cette marche, ils ont traité le chef de l'État, Félix Tshisekedi, des dictateurs, alors qu'il marchait librement. Bon, c'est leur lecture, hein, et ce sont des postures politiques. Hein, nous, on est de la société civile. Ces politiciens, tous sont nos partenaires. Notre cri, c'est de dire surtout à ceux qui gèrent, qui doivent bien gérer pour rencontrer les désidérata de la population, et particulièrement en tant que syndicaliste, les désidérata des travailleurs, parce qu'au fait, l'économie n'est économie que quand il y a production, et ceux qui produisent sont les travailleurs. Voilà, et donc, que les politiciens d'un camp disent aux politiciens d'un autre camp que c'est de la dictature, c'est des postures politiques, voilà, madame. Avec le marche qu'on a enregistré ces derniers temps, vous ne craignez pas les glissements, ou on ne se sent pas les glissements? Bon, le président de la République, jusqu'à preuve du contraire, est sorti d'une école politique défenderesse du respect de texte. Du respect de texte. Et donc, il appartient au président de la République, aux institutions de la République, de veiller à ce que le texte en la matière, et ici c'est le processus électoral, soit respecté pour que en 2023, nous ayons les échéances et que Molongi Alonga.
Voilà, ça sent pas bon. Moi, je me dis au sein de l'opposition, pourquoi? Parce que là, maintenant, ils sont catégoriques que la dépolitisation de la CENI puisse avoir lieu. Mais on ne voit pas aussi du côté du pouvoir que ce changement puisse intervenir dans l'immédiat. Alors, je me dis, l'avenir risque d'être comprometteuse. L'avenir ne sera pas rose, M. Dieudonné Kandé. Madame, vous savez, pour ce qui est du processus électoral, la vérité c'est que la structure d'appui à la démocratie qu'on appelle la CENI vient d'organiser 3 échéances électorales et qui se concluent toujours par des revendications des uns et des autres sur la non-transparence, ainsi de suite. Et même le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, le jour de sa prestation de serment, il a fait allusion à cet aspect des choses pour améliorer les prestations de la CENI. Mais l'idéal pour nous serait d'organiser les élections par le ministère de l'Intérieur, mais de les organiser de la manière la plus transparente possible. Et lorsque seulement les processus restent transparents de bout en bout, madame, il n'y aura pas de discussion. Monsieur Dieudonné, la situation sera décomptée comment? Au niveau de l'opposition, il ne jure que sur de mouvements de protestation jusqu'à ceux qui trouvent gain de cause. Gain de cause, c'est la dépolitisation de la CENI. Alors que je ne vois pas aussi de l'autre côté faire marche en arrière par rapport à ces dossiers. Et là, ça va bloquer. Je ne pense pas. Je voulais plutôt dire qu'on doit orienter nos canaux, les uns et les autres, vers l'organisation du processus de bout en bout de manière transparente. Lorsqu'on a les garanties que les règles de gestion ne sont pas floues, que le processus du recensement, le processus de l'enrôlement des électeurs, le processus les élections elles-mêmes, avec la loi électorale, les quotients et tout ce que vous voulez, que le processus de dépouillement, ainsi de suite, ne sont pas entachés de flou, de non-transparence, eh bien, c'est cela, à mon sens, l'objectif à atteindre. Maintenant, le vocabulaire utilisé par les politiciens, dépolitisé, etc., etc., il y a à boire et à manger dans cette dépolitisation. Lorsqu'on se situe dans un camp, on dit non, les religieux là ne sont pas dépolitisés. Les religieux se situent dans un camp, ils disent non, les politiciens là ne sont pas dépolitisés. Mais lorsque vous dites que la CENI est composée et que les politiciens sont là-dedans, c'est vous qui avez dit que les politiciens doivent être là-dedans. C'est vous qui avez dit que la société civile doit être là-dedans. Lorsque justement cette CENI est composée également des politiciens, quand on parle de dépolitisation, on veut quoi? Voilà pourquoi nous disons, dans l'avenir, vivement que le ministère de l'Intérieur organise les élections. Mais selon vous, qu'est-ce que l'Église réclame exactement et l'opposition? Voilà. Parce qu'ils sont contre la tête de la CENI actuelle. Entre deux mots, on choisit le moindre. C'est les termes qu'ils utilisent. Très bien. Entre deux mots. Il n'y a pas que l'opposition, il y a aussi l'Église. Entre deux mots, on choisit le moindre. Si nous voulons des élections en 2023, veillons à ce que ceux qui dirigent la CENI maintenant puissent diriger la CENI en toute transparence et que Molongi alonga. Mais la transparence va gagner du terrain comment au moment où de l'autre côté déjà on pointe un doigt accusateur sur le numéro 1 de la centrale électorale. Le numéro 1 de la centrale... Il est proche du chef de l'État. Le numéro 1, qui n'est pas proche du chef de l'État? D'office, il est corrompu. Qui n'est pas proche du chef de l'État? Nous tous, nous sommes proches du chef de l'État en tant que citoyens. C'est notre père de la nation. Vous voyez, madame, c'est de la philosophie. Je corrige, vu sous cet angle-là. Je corrige, il a des affinités avec le chef de l'État. Mais qui n'a pas des affinités avec le chef de l'État?
J'ai dit que le chef de l'État, c'est le père de la nation. Et que nous, nous sommes les enfants de la nation. S'il est notre père, mais nous avons des affinités avec lui. Non, le débat n'est pas celui-là. Dans le sens qu'il va lui donner des injonctions et il va obtempérer sans problème. Madame, la CENI a des textes. La tenue des élections la CENI a des textes. La CENI a des règles de gestion. Veillons à ce que ces règles de gestion soient respectées de bout en bout. Vous savez, les élections sont organisées par le ministère de l'Intérieur aux États-Unis d'Amérique, en France. Il arrive que le président au mandat en France... Mais ces textes sont appliqués par des individus qui peuvent à tout moment revoir ces textes. Les Congolais veulent quoi, madame? Pas appliquer dans l'entièreté les contenus. Bon, si on n'a pas confiance aux individus et que ceux qui prient ont la capacité de faire venir les anges du ciel, mais qu'on les affecte à la CENI. Mais jadis, on a toujours écouté l'Église, mais comment je voulais dire, madame, s'il vous plaît, comment cette fois-ci l'Église hausse les tons et les politiciens, le pouvoir fait la sourde oreille? Tu me conduis sur un terrain qui n'est pas le mien. Okay. Je ne suis pas politique, je suis sociopolitique. J'attends des politiciens une gestion respectueuse de règles. L'état de droit, c'est l'état dans lequel la primauté de texte est le leitmotiv. Vous êtes en train d'aborder un sujet sur le processus électoral. Que disent le texte dans le cadre de ce processus? Lorsque ces textes sont respectés, il n'y a pas de débat. Lorsque deux équipes s'affrontent sur un terrain de football, chacune d'entre elles vient avec le souci de l'emporter. L'arbitre reste correct de bout en bout. On siffle un penalty. Mais même le camp contre lequel le penalty a été sifflé, tellement que l'arbitrage est correct, conforme aux règles de l'art, acquiesce. Et au terme de la rencontre, il n'y a pas de recours. Donc le problème se situe au niveau du respect des textes, des règles de gestion. Que nous, Congolais, apprenons à respecter le texte dans tous les secteurs de la vie nationale. Merci. Le budget 2022, le gouvernement de l'Union sacrée prévoit 10 millions de dollars. Pensez-vous que c'est réaliste? Milliards. 10 milliards plutôt de dollars. Pensez-vous que c'est réaliste? Le Congo, notre pays, RD Congo, a vocation à être une grande puissance en Afrique et dans le monde. Et pour ce faire, il nous faut de la discipline. Et il nous faut les moyens pour réaliser les objectifs de puissance, de sécurité et de grandeur. On vient de loin. Il y avait des billets de 500 millions, on est passé à 2 milliards, 4 milliards, 6 milliards. Des efforts sont en train d'être fournis de manière croissante. Et nous applaudissons les uns et les autres dans la succession des responsabilités dans la République. Ça va soulager tant soit peu ces budgets? Je disais, madame, que la grandeur du Congo, sa démographie, les défis multiples, 10 milliards ne représentent rien. Mais les efforts qui sont partis de très loin, 500 millions, 1 milliard, 4, 6, et avec tout ce qu'on est en train de faire maintenant comme pression pour la transparence et l'augmentation de la collecte des recettes, nous avons sollicité ici que la Cour de compte, les parquets, le Conseil supérieur de magistrature et autres viennent au secours. Nous allons élargir l'assiette et de manière progressive, on va rencontrer un budget à la hauteur et à la grandeur voulue de notre pays. Pour l'instant, ce qui est fait est à saluer. Et les débats sur l'affectation, c'est un débat tout à fait normal. Nous avons des problèmes à l'Est. Il y a notamment, comment on appelle, l'état de siège. L'armée et la police, les forces de sécurité et de défense sont utilisées puissamment de ce côté-là.
il leur faut de moyens, il faut voir dans quelle mesure réajuster. Et d'ailleurs, c'est ça l'esprit du budget. Parce que vous parlez de l'état des sièges déjà, comment appréciez-vous la gestion de l'état des sièges? Une fois de plus, on se bat pour l'instauration d'un état de droit. Le monde des forces de sécurité et de défense, c'est le monde par excellence de la discipline et du respect des textes. Il est demandé aux généraux, aussi bien de l'armée que de la police, qui sont responsabilisés dans ces provinces-là, de veiller à l'application des textes. Et si jamais, dans la gestion de ces provinces, il est établi dans le chef des uns et des autres des comportements répréhensibles, eh bien, que la loi s'applique. C'est aussi simple que ça. Mais vous êtes sans ignorer que la gestion de l'état des sièges énerve les élus du peuple des Yuri et du Nord Kivu. Oui, ils sont énervés. Pourquoi ils sont énervés? Tout Congolais doit aspirer à la paix sur l'ensemble du territoire national. L'Est de notre pays est en proie à la barbarie. Ça fait plus de 20 ans. Nos sœurs, nos frères, nos mamans, nos parents, nos arrière-parents sont tués. On doit mettre fin à cette barbarie. On a essayé de voir et d'autres. Maintenant, on est en train d'essayer l'état de siège qui est évalué de manière progressive. Ce n'est pas la perfection, mais c'est le moindre mal. S'il faut être honnête, M. Dieudonné Kandé, qu'est-ce qui ne marche pas encore jusqu'à maintenant au pays que vous souhaiteriez voir le changement intervenir? La mentalité du citoyen congolais de haut en bas. C'est dégoûtant que d'apprendre tout le temps qu'on vole. Et quand on vole, c'est des millions de dollars, c'est des dizaines de millions de dollars, c'est des centaines, c'est des milliards. On doit revenir à la bonne gouvernance dans ce pays. On doit revenir à la citoyenneté responsable dans ce pays. Et que les politiciens qui sont dans l'exécutif, dans le législatif, se mettent en tête qu'ils sont des serviteurs du peuple. Quand vous ne voulez pas venir servir la nation, ben, restez commerçant. On ne vient pas en politique pour s'enrichir. On vient en politique pour résoudre les problèmes qui se posent dans la cité, dans la nation. Pour aider la nation ici, comme les amis de Dubaï l'ont fait, d'un désert, on a transformé le désert en terre fertile qui produit. Il y a des investissements et nous tous, nous allons à Dubaï. On a transformé la Chine, où il y avait la famine indicible, en un pays grand, puissant. Eh bien, le Congo a vocation de puissance et de grandeur. C'est avec un peuple éduqué, instruit, mobilisé, discipliné, mais avec des dirigeants non corrompus, au service réellement du peuple. Pas des dirigeants au service de leur ventre et bas-ventre. Merci pour cet éclairage. Les rapports Hold-up RDC, est-il vrai ou faux? Qui en juge de la véracité ou de la fausseté? Madame, des documents sont en train de circuler, qu'on en juge de l'authenticité. Mais ce qui est vrai, il n'y a pas de fumée sans feu. Et nous avons appris qu'une séance de travail a eu lieu entre, d'un côté, l'IGF, la Banque centrale du Congo, et, comment on appelle, BGFI Banque. Hein? Okay. La BGFI aurait reconnu un mouvement de fonds, etc. etc. L'argent public doit être géré en toute transparence. Ce n'est pas l'argent d'un groupe de gens, c'est l'argent de toute la nation. Mais voilà. Mais pourquoi la réaction du FCC se fait-elle attendre dans ces rapports Hold-up RDC? S'il est établi que ce qui est dénoncé est vrai, eux, avec l'ensemble de la population, doivent établir que ce n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien doit l'être pour nous tous, conformément au texte. Ce qui est bien doit l'être pour nous tous, conformément au texte. Si Tshisekedi Félix, avec le Premier ministre Sama Lukonde, pose des actes qui respectent le texte, nous applaudissons.
Si on estime que certains actes ne respectent pas le texte, on les corrige et on avance. Nous voulons la superposition de clichés positifs pour que ce pays finalement sorte de là où il est. Madame, nous étions des enfants à l'école primaire. 60 ans plus tard, on a des enfants qui ont terminé l'université. Nos plaintes vis-à-vis de nos parents, ce sont nos enfants qui nous les amènent. Tout le monde doit devenir politicien et voleur dans ce pays pour pouvoir vivre. C'est anormal. Voilà, on parle de la famille et proches de Joseph Kabila qui sont au cœur d'un détournement avec complicité des FB Bank. Commentaire, vous pensez pas que... Moi je trouve que c'est comme si ça sent l'acharnement. On doit faire la part des choses. On ne le cherche pas noise. On doit faire la part des choses. Il est en son coin, tout calme là, il a avalé sa langue, il s'abstient de tout commentaire par rapport à ce qui se passe au pays. Voilà, il est en retraite. Madame, nous devons... Là où il est, mais c'est comme si on le cherche la petite bête. Nous devons, dans ce pays, le nôtre, nous n'en avons pas deux. Ex-président, maintenant là, nous n'en avons pas deux non plus. C'est le président, ex-président en vie. C'est le président Joseph. Et il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais il faut faire la part des choses entre le président Joseph, citoyen congolais, et le président Joseph, gestionnaire de l'État. Pareil avec le président Félix. Citoyen Félix Tshilombo. C'est un aspect des choses. Mais le chef de l'État, le président de la République, c'est un autre aspect. Et en tant que tel, avec le gouvernement et tout, ils sont redevables. Pourquoi on a le conseil législatif? Nous sommes à la fin, M. Tedoni Kandé. Oui, donc, faisons la part des choses entre l'acharnement et la redevabilité. Okay. Tous les serviteurs doivent rendre compte. Tous. Aujourd'hui, on parle de Joseph Kabila, mais ça doit interpeller le président Félix. Nous sommes à la fin. Qu'est-ce que vous dites pour clôturer l'émission? Appel à la mobilisation générale pour relever les défis nombreux qu'il y a dans notre pays, dans l'unité, dans la diversité, mais ayant le regard tourné vers un seul focus, le Congo doit se tirer d'affaire. Grand merci d'avoir répondu à notre invitation et à toutes les questions prévues pour ces numéros de votre émission hebdomadaire, les rendez-vous. Le rendez-vous, c'est un plateau bien aménagé par votre chaîne, la chaîne de référence Antenne A, pour recevoir le citoyen congolais et passer en revue le sujet d'actualité. C'est un plaisir énorme de vous retrouver chez vous. Et nous vous remercions donc amplement, vous les fidèles téléspectateurs. Pour ceux qui ont pris l'émission en cours, la rediffusion, c'est demain à 12h30. Merci et une bonne suite de programmes sur votre chaîne.